Comme chaque mois, nouvel épisode du calendrier semis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de tous les épisodes dans la playlist dédiée du calendrier semis, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. À l'intérieur, vous avez quasiment tous les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai. À savoir que cette année, il y a une petite différence. On a décidé de décaler les semis d'un demi-mois à cause des conditions climatiques exceptionnelles que l'on a eues cette année en France. Et du coup, mon objectif avec cette série de vidéos, c'est que vous puissiez réaliser votre potager sans avoir à dépendre de la société de consommation, en faisant un maximum de choses par vous-même au lieu de les acheter. Dans cette série de vidéos, je vous fais bénéficier d'un suivi complet de tous mes semis, depuis la petite graine de tomate jusqu'au pied de tomate qui fait 2 mètres de haut. Également, je vous présente dans chaque épisode de nouvelles variétés de légumes qui sont rares et inédits, de quoi vous inspirer pour la création de vos propres potagers. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter une petite anecdote de mon passé. Dans le précédent épisode du calendrier semis, je vous avais raconté une anecdote de quand j'étais adolescent, il y a plus de 20 ans de ça, et que je faisais pousser une certaine plante pas très légale. Dans cet épisode-ci, je vais vous raconter une anecdote de mon passé concernant cette fois-ci des champignons, avec des propriétés très particulières, vous allez voir. Allez, c'est parti. Alors attention, le mois de mars est un mois qui est particulièrement traître. Pourquoi ? Déjà, la température de l'air en extérieur commence à de nouveau remonter. La durée d'ensoleillement est supérieure, il y a plus de soleil, plus de température en extérieur, et on commence à se dire, ça y est, l'hiver est fini, on est maintenant au printemps et on peut commencer à jardiner tranquille. Sauf qu'en fait, pas du tout. Autant la température de l'air peut remonter, mais la température du sol, elle, est beaucoup plus stable et elle met beaucoup plus de temps à remonter, dû à l'inertie thermique. Du coup, là, la température du sol n'est pas du tout encore suffisamment chaude pour pouvoir réaliser une bonne partie des cultures. Surtout que les gelées ne sont pas du tout terminées pour une bonne partie de la France, alors autant vous dire que tous les arbres là dehors qui sont en fleurs, les arbres fruitiers, dès qu'il va y avoir le retour des gelées, les fleurs vont se mettre à avorter et à tomber au sol, et je peux vous dire qu'ils vont pas produire beaucoup de fruits cette année, ça c'est sûr et certain. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le mois de mars est une période de transition entre l'hiver et le printemps. C'est une période où la température du sol commence tout juste à remonter. Alors on peut tricher un petit peu, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de cultures qui sont déjà en place et que vous voulez commencer à cultiver dès maintenant, vous pouvez utiliser des tunnels de forçage. Des tunnels de forçage faits avec des voiles P17, ça va protéger vos cultures des petits gels et ça va également faire grimper la température sous le tunnel. Mais ça a quand même ses limites. Alors sous ces voiles de forçage, vous pouvez par exemple cultiver des pommes de terre primeurs, cultiver aussi des carottes primeurs, etc. etc. Mais vous pouvez très certainement pas cultiver dès maintenant vos cultures du potager d'été. Alors moi personnellement, ça fait plusieurs années que dans ma stratégie de culture, j'ai totalement arrêté de faire des légumes primeurs. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que je préfère faire un potager d'hiver qui est bien fourni avec plein de cultures en place qui me permettent de récolter des légumes pendant toute la durée de l'hiver, et ça jusqu'au printemps qui suit. Et la seconde raison, c'est que je trouve que ça génère énormément de déchets dans la pratique du potager. C'est-à-dire que là, les tunnels de forçage, c'est difficile de les réutiliser saison après saison, surtout qu'il suffit qu'il y ait une tempête ou qu'il y ait des dégradations pour qu'on soit obligé de les jeter. Du coup, ça génère énormément de déchets et ce sont souvent des éléments qu'on est obligé de racheter saison après saison. Je trouve que c'est un peu un gaspillage d'argent. Encore quand on est agriculteur professionnel et que on doit remplir son étal au marché et qu'on a besoin de beaucoup de légumes pour remplir son étal, là je trouve que ça vaut le coup. Mais moi personnellement, dans ma pratique en tant que particulier du potager, pour moi ça n'a pas grand intérêt. En fait, moi personnellement, le mois de mars est un mois que je préfère consacrer à bien fertiliser le sol du potager, à bien l'enrichir. Comme ça, il est fin prêt pour l'arrivée des semis et des plantations qui arrivent courant avril. Comme ça permet de passer outre les effets du lessivage dû aux grosses pluies hivernales, surtout cette année où ça a été n'importe quoi, où là on a été gâté en termes de grosses pluies. Je peux vous dire que toute cette pluie qui tombe au sol, ça lessive énormément de nutriments essentiels pour la croissance des plantes. Du coup, le mois de mars, c'est le bon mois pour pouvoir se remettre à bien enrichir le sol du potager et à surtout pas perdre son temps à l'enrichir pour rien. Si je l'avais enrichi par exemple juste avant les grosses pluies qu'on a eues ces derniers jours, là je peux vous dire qu'une bonne partie de mon travail aurait été réduit à néant. Cependant, ce n'est pas parce que moi personnellement je ne fais pas de semis en extérieur au potager pendant le mois de mars qu'il n'y a pas déjà des cultures en cours. Dans le précédent épisode du calendrier semis, nous avions fait un semis de petits pois et le mois de mars c'est également un très bon mois si vous n'avez pas encore fait ce semis et que vous voulez réaliser ce semis directement en pleine terre dans votre potager. Ici nous avons le semis de petits pois qu'on avait réalisé ensemble en pleine terre dans le précédent épisode du calendrier semis et comme vous pouvez le voir, tout se porte parfaitement bien. Alors, ils sont plantés assez serrés mais ce n'est pas grave, c'est une culture qui supporte très bien la proximité et vous voyez, j'ai mis des granules anti-limaces au cas où, des granules anti-limaces bio pour pouvoir prévoir les potentielles attaques, mais au final elles n'ont même pas été mangées, donc je pense que j'aurais pu largement m'en passer. J'ai également fait un second semis 2 semaines après, qui est ici.
Là, on peut voir que ça commence tout juste à sortir. Voilà. Et j'ai réalisé un autre semis 2 semaines encore après, ici, le long de ce grillage. Et là, il n'est pas encore du tout sorti. Un autre semis qu'il est possible de faire en pleine terre directement au potager en extérieur pendant le mois de mars, c'est le semis de fèves. C'est d'ailleurs un semis qu'on avait fait dans l'épisode précédent, à savoir que le mois de mars ça va être le dernier mois pour réaliser ce semis, car les fèves, c'est un légume qui supporte très mal les fortes températures. Donc il faut s'arranger pour arriver à terme de cette culture avant juin. Parce qu'en juin, malheureusement, les trop fortes températures qu'on risque d'avoir risquent de mettre à mal vos cultures. Ici, nous avons les fèves que j'avais semées dans des jardinières à l'intérieur de la serre dans le précédent épisode du calendrier semis. Une fois que les plants ont atteint une bonne taille, je les ai transplantés ici au potager. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Maintenant, voyons les semis à réaliser sous une serre froide comme ici, ou dans une mini-serre en extérieur dans son jardin, voire sous un châssis, voire même sous une véranda et même derrière une fenêtre si elle est suffisamment bien exposée au soleil. Pour moi, le mois de mars, c'est le meilleur mois pour pouvoir réaliser son semis de légumes de la famille du chou, c'est-à-dire chou kale, chou frisé, chou cabu, etc. Pourquoi? Ça pour 3 raisons. La première raison, c'est que les choux aiment bien des températures qui soient plutôt fraîches pendant la durée de leur croissance et n'aiment pas de trop fortes températures. Du coup, le mois de mars, les températures sont encore suffisamment fraîches. La deuxième raison, c'est que les choux aiment avoir suffisamment d'ensoleillement pour pouvoir bien se développer pendant la durée de la croissance. Donc du coup, pendant le mois de mars, la durée d'ensoleillement est déjà bien élargie par rapport au mois précédent. Et la troisième raison, c'est que les choux apprécient l'humidité. Du coup, le mois de mars, les températures sont encore suffisamment humides pendant mars et avril, et ça permet d'avoir une croissance qui est vraiment optimale. Alors moi, personnellement, dans mon itinéraire de culture, je réalise le semis de choux 2 mois dans l'année. Le premier semis de choux se fait à la mi-mars, donc là je fais un semis de choux frisés et de choux de Bruxelles. C'est des légumes qui sont bisannuels et qui me permettent de récolter courant de septembre jusqu'au printemps de l'année qui suit. Donc ça me permet de récolter des légumes pendant toute la durée de l'hiver. Et le second semis de choux, je le fais à la fin août, début septembre. Et cela me permet ainsi de pouvoir récolter des choux à la fin d'hiver jusqu'au début, voire milieu du printemps. C'est d'ailleurs les choux que vous voyez ici, de part et d'autre de ma serre. Là, on peut voir les choux rouges que j'avais plantés à l'intérieur de la serre dans l'épisode du calendrier des semis de octobre. Ils devraient pas tarder à commencer à pommer et devraient être fin prêts pour la récolte vers la fin mars, juste avant l'arrivée du potager d'été. Regardez-moi ces navets, ils sont vraiment mastoc. 2 autres semis à réaliser sous abri non chauffé, où le mois de mars est le meilleur mois pour pouvoir les faire, c'est le semis de blettes et également le semis de betterave. Alors pourquoi? Pour les mêmes raisons que pour le chou, ils n'aiment pas de trop fortes températures pendant la durée de leur développement. Du coup, le mois de mars est un mois où il n'y a pas encore de trop fortes températures. Ils aiment aussi également l'humidité. Donc le mois de mars, c'est un mois qui est encore suffisamment humide. Et également, ils aiment avoir un ensoleillement qui soit suffisant pour pouvoir faire un développement optimal. Et du coup, pendant le mois de mars, la durée du jour est suffisamment rallongée pour qu'ils puissent se développer dans les meilleures conditions possibles. Ici, nous avons les blettes que j'avais semées à la mi-mars de l'année dernière. Là, vous voyez. J'en ai récolté pendant toute la durée de l'hiver. C'est toutes les feuilles qui étaient ici. Et maintenant, je vais bientôt remplacer ces plants par de nouveaux plants que je vais semer à la mi-mars de cette année, car ceux-là vont bientôt monter en fleurs. Un autre semis qu'il est possible de faire sous une serre froide en mars, c'est le semis de salade et de mesclun. À savoir que le mesclun, c'est un mélange de salade à couper. On peut également d'ailleurs potentiellement faire ce semis en extérieur vers la mi-mars. Et d'ailleurs, on avait fait un semis de salade dans le précédent épisode du calendrier semis. Et ça tombe bien qu'on puisse encore faire ce semis de salade sous une serre froide en mars, car malheureusement, tout le semis que l'on avait fait dans le précédent épisode du calendrier semis, je me suis absenté quelques jours, et quand je suis revenu, il a été entièrement mangé par les limaces. Je les avais oubliées celles-là. Mais du coup, je vais être obligé de refaire mon semis, et on va le faire tout de suite. Alors comme dans l'épisode précédent, je le fais dans un mélange de compost et de terre de jardin. D'ailleurs, j'ai déjà des pieds de tomates et des pieds de courgettes qui y poussent, mais bon, c'est trop tôt. Hop, 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 hop. Je vais d'ailleurs enlever les herbes également. Je réalise 2 tranchées, pas trop profondément parce que les graines de salade n'aiment pas être enterrées trop profondément. Et également, elles ont besoin d'un tout petit peu de lumière pour pouvoir germer. Hop, je prends des graines de salade faites maison. Malheureusement, j'ai oublié le nom de la variété. Alors, je sème serré et plus tard, je viendrai éclaircir. Et après, il me reste un vieux sachet de graines, donc c'est l'occasion de m'en servir.
Et après, je viens reboucher. Un petit coup d'arrosage. Et voilà, c'est fait. Alors j'aurais pu attendre et réaliser ce semis directement au potager, mais comme je vous avais expliqué en début de cette vidéo, je préfère consacrer le mois de mars à bien enrichir le sol du potager. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion de vous faire une vidéo là-dessus, où je vais vous montrer comment je fais pour enrichir le potager, et ça 100% gratuitement. Et du coup, après, une fois que le potager sera bien enrichi, les salades se seront suffisamment développées pour que je les transfère depuis la jardinière jusqu'au potager directement. Et maintenant qu'on a vu les semis à faire directement en pleine terre au potager en extérieur et les semis à réaliser sous une serre froide, on va voir les semis du potager d'été qui sont à réaliser, eux, cette fois-ci à l'intérieur au chaud. Maintenant, nous sommes dans la pièce où je réalise tous mes semis pour le potager d'été, dans deux installations qui sont à la fois simples, qui ne coûtent pas très cher et qui ne consomment pas beaucoup d'électricité et qui ne prennent pas beaucoup de place. Après, ça dépend ce que vous appelez pas beaucoup de place, mais ça prend beaucoup moins de place en fait qu'une grande armoire serre dédiée uniquement que pour les semis. Là après, moi ces lampes, elles servent aussi bien pour la croissance des plantes, mais elles me sont également très utiles dans mon quotidien, que ce soit pour pouvoir lire, ou que ce soit pour pouvoir travailler en dessous. J'ai testé plusieurs installations possibles et pour l'instant cette installation-là me convient parfaitement bien, aussi bien dans ma pratique du potager, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Et chaque année, je l'améliore sans cesse. Si jamais vous êtes intéressé pour faire exactement la même installation que moi, je vous ai mis tous les liens des produits que j'ai utilisés en description de cette vidéo. Ce système se compose tout d'abord ici d'un crochet qui est à l'origine fait pour pouvoir y mettre dessus une plante suspendue. Sur ce crochet qui est fixé au mur, il y a une poulie où est attaché sur la poulie ici le plateau de LED qui est spécialement fait pour la croissance des plantes. Cela me permet de régler le plateau de LED en fonction de la hauteur des plantes, mais également en fonction de la surface que je souhaite couvrir de lumière. Après, ici, la lumière est branchée sur cette multiprise, sur une prise connectée qui me permet de régler la luminosité pendant 16 heures la journée. Et je m'arrange pour que les 16 heures tombent sur les deux périodes d'heures creuses, me permettant de consommer de l'électricité moins chère. De l'autre côté, j'ai exactement le même système, avec le crochet, la poulie et la lampe. Et en plus, j'ai en dessous là un tapis chauffant qui me permet de régler la température en fonction de la température de germination dont ont besoin les plantes. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai réglé la température sur 25 degrés et c'est la température idéale pour la germination des piments. Ils sont tous en train de germer. Alors, qu'est-ce qui y pousse pour l'instant de beau? Nous avons ici tous les semis à destination de la serre qui seront plantés vers la mi-avril. Nous avions fait dans le précédent épisode du calendrier semis un semis de poivrons chocolat. Ils sont ici. Voilà, j'en ai un peu partout. J'en ai un ici. J'en ai également deux ici. Voilà. Nous avions fait également un semis de piment. Piment rainbow qui avait muté. Donc voilà, piment rainbow là, etc. Et nous avions fait également un semis d'aubergines. Alors les aubergines, où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici. Voilà, semis d'aubergines ici. J'ai également un plant d'aubergines ici. Et après, comme je vous avais expliqué, dans la moitié du mois de février, j'ai fait un second semis, mais cette fois-ci de tomates, toujours à destination de la serre, pour être plantées vers la mi-avril. Donc nous avons ici toutes les tomates à destination de la serre. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de plants, alors que pourtant ma serre n'est pas si grande que ça. En fait, je fais toujours 2 fois plus de semis que nécessaire. Comme ça me permet de couvrir les potentielles erreurs, les potentiels accidents qu'il peut y avoir, mais également les potentielles attaques de limaces, potentielles averses de grêle. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc j'ai toujours 2 fois plus de semis que nécessaire. Et puis si jamais tout se passe bien, je pourrais toujours en donner à mes proches au cas où ils ont envie d'avoir des petits plants chez eux. J'ai également ici les patates douces qui ont bien germé. Donc là, les patates douces Sakura. Voilà, les patates douces Sakura ont bien germé. La patate douce classique, il y a les racines. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de tiges. Donc là, je vais très prochainement détacher ici les germes, que je vais mettre après dans des pots ici avec du terreau fait maison. Et comme ça va me permettre de faire de nouveaux plants de patates douces. Et ça, ce sont des patates douces que j'ai récoltées l'année dernière. Pour la serre, j'ai prévu 3 variétés de pieds de tomates. Là, j'ai des tomates PC, personne ne connaît, c'est ma propre variété que je reproduis chaque année, qui est parfaitement adaptée à mon terroir, à ma façon de jardiner, et également qui est très adaptée à ma technique de conservation, la congélation, qui supporte très bien la congélation. J'ai également cette fois-ci fait des tomates Kumato, que j'avais pas fait l'année dernière, mais que j'avais fait l'année d'avant. Et j'ai également fait des tomates Black Beauty, voilà, les mêmes que j'avais fait l'année dernière. Tout ça, c'est issu de mes propres graines que j'avais récupérées des tomates que j'ai récoltées l'année dernière. Vers le milieu fin février, comme ce que j'avais expliqué dans le précédent épisode du calendrier semis, j'ai fait un second semis de piments, de poivrons et d'aubergines. Voilà, ici. Donc là, les pieds de piment sont parfaitement sortis. Les aubergines ne vont pas tarder.
et les poivrons sont déjà dans des pots à côté. Donc là, tout ça, ce sont des plants à destination, cette fois-ci, du potager. Donc comme vous avez pu le constater, tous les pieds de piment, d'aubergine, de poivrons et de tomates sont prêts pour la serre, et ils vont être plantés vers le début avril. Et maintenant, nous allons faire les pieds de tomates à destination, cette fois-ci, du potager, qui, eux, vont être plantés vers la fin avril. Alors, qu'est-ce que je vais faire pousser comme variété de tomates? J'ai prévu des tomates Yellow Stuffer. C'est les mêmes qu'on avait fait ensemble l'année dernière, qu'on avait découvert ensemble, et j'avais vraiment adoré cette variété. Ce sont des tomates jaunes qui ont une apparence un peu de poivron, et qui sont creuses à l'intérieur. C'est vraiment idéal pour faire des tomates farcies. Donc voilà, tomates Yellow Stuffer. J'ai prévu également des tomates ananas, donc ça je les reproduis chaque année, voilà, tomates ananas. Donc là ce sont des graines que j'avais récoltées en 2023, donc là ça va être le bon moment pour pouvoir les utiliser avant qu'elles soient périmées. J'ai prévu des concombres, alors cette fois-ci ce sont des concombres à destination de la serre, qui vont être plantés en même temps que les pieds de tomates, voire peut-être un peu après. Donc voilà, concombres. J'ai prévu des tomates cerises Alfred, c'est ma variété de tomates cerises préférée. C'est mon oncle Alfred qui m'avait donné les graines et que c'est vraiment les meilleures tomates cerises que j'ai jamais mangées. Elles sont rouges et plutôt classiques d'apparence, mais elles ont vraiment un goût incroyable. Donc voilà, tomates cerises Alfred. J'ai prévu également des tomates noires de Crimée. C'est parmi mes tomates préférées aussi, elles sont vraiment très bonnes les tomates noires de Crimée, c'est vraiment une dinguerie. Et en plus elles sont magnifiques. J'ai prévu des tomates Bosque Blue. Voilà, c'est la variété qu'on avait découvert ensemble l'année dernière. J'avais adoré cette variété, donc du coup je l'ai refaite. Voilà, tout ça ce sont mes propres graines. Et cette année, je vous fais découvrir une nouvelle variété qui est rare et inédite. Alors c'est pas vraiment des tomates, c'est des morels de Balbi. Voilà, j'ai acheté ce sachet de graines de morels de Balbi. Ce sont des graines Beaumont que j'ai achetées, c'est pas un placement de produit, mais voilà, au moins vous savez où je les ai achetées. Ça fait partie de la famille des Solanacées, on les surnomme les tomates litchi parce qu'elles ont un goût très sucré et très acide, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle variété. Alors il faut faire un peu attention parce que ça fait une plante qui est piquante, avec des pics dessus, donc c'est pas à mettre proche des zones de passage, c'est plutôt à mettre un peu en retrait, et c'est une plante qui adore la chaleur et une plante très exotique. Donc voilà, ça se cultive comme les tomates à ce qui paraît, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On va commencer tout d'abord par mettre les étiquettes. Alors j'ai toujours mes bâtonnets de glace de récupération en bois massif, sauf que finalement c'était pas une si bonne idée que ça les bâtonnets de glace, parce que en fait ils ont tendance à noircir et à pourrir, ce qui est un peu compliqué. Alors heureusement j'écris dessus avec un crayon à papier, donc ça efface pas ce qu'il y a écrit dessus. Mais finalement je suis un peu revenu sur mon ancienne méthode, c'est-à-dire d'utiliser des bouteilles de lait pour pouvoir faire les étiquettes. Parce que les bâtonnets de glace, voilà, c'est pas si bien que ça au final. Bon, du coup, il va falloir que je remette de côté des bouteilles de lait pour pouvoir refaire des étiquettes. Au début, je voulais limiter ma consommation de plastique au potager, mais finalement, le plastique, c'est quand même très pratique. Voilà, j'ai placé les étiquettes. TNC, c'est pour tomate noire de Crimée. TBB, c'est pour tomate Bosque Blue. MO, c'est pour morel de Balbi. C, c'est pour concombre. A, je vais refaire un semis d'aubergine, parce qu'au cas où le semis que j'ai ne sort pas de terre, que je puisse prévoir le coup. J'ai également TCA, c'est tomate cerise Alfred. Ici j'ai TYS, c'est tomate Yellow Stuffer. Et TA, c'est tomate ananas. Donc voilà, j'ai prévu 3 alvéoles par légume, et du coup je vais mettre 3 graines par alvéole. En vérité j'aurais pu en mettre moins, mais je préfère être sûr. Donc hop, on va commencer par les tomates noires de Crimée. Et je vais mettre mes graines aux extrémités des alvéoles. Comme ça, ce sera plus simple à démarrer. Donc voilà, hop, hop. Et hop. Et voilà, j'ai fini de placer toutes mes graines. J'ai changé d'avis au dernier moment. À la place de mettre des aubergines ici, j'ai décidé de mettre plutôt des physalis coqueret du Pérou à destination de la serre. Et maintenant, je vais saupoudrer mon terreau fait maison par-dessus. Il y a des petits morceaux. J'aurais dû le tamiser avant. Et un petit coup de mouillage, comme dirait mon homonyme de TikTok. Oula. On met la petite cloche par-dessus. Et ça part directement sur le tapis chauffant. Hop là. Et voilà, j'ai mis nos chers semis ici. Je les ai mis sur le tapis chauffant, là, qui est là-dessous. J'ai mis la sonde du tapis chauffant à l'intérieur de la mini-serre. J'ai réglé le thermostat du tapis chauffant sur 23 degrés. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte. Ici, il y a toujours le semis de piment.
et la lampe spéciale pour la croissance des plantes s'est éteinte, elle est passée en mode nuit, et elle ne se rallumera que cette nuit vers 2 heures du matin, une fois qu'on sera repassé dans les heures creuses. Autre semis que je ferai à la mi-mars à destination de la serre, ce sera le semis de melon et également le semis d'œillets d'Inde qui seront plantés dans la serre vers mi-avril. Et pour le potager, je ferai un semis de tomatillos et je bouturerai ici toutes ces tiges que je mettrai après dans des pots comme cela. Et comme ça, j'aurai des patates douces à planter vers la mi-avril au potager. Bon, je vous avais promis une anecdote de mon passé du temps où j'étais cultivateur de champignons. Allez, c'est parti. Alors dans le précédent épisode du calendrier semis, je vous avais raconté une anecdote d'il y a plus de 20 ans de ça, du temps où j'étais encore adolescent et que je vivais encore chez ma mère, que je cultivais une certaine plante pas très légale. Alors durant cette période où je vivais encore chez ma mère, j'étais bien sûr étudiant, et du coup, en fait, une fois que j'ai terminé mes études, et que je devais faire des études supérieures, malheureusement, il n'y avait plus d'école dans ma petite ville. Je vivais dans une petite ville à côté de Bordeaux. Il n'y avait plus d'école dans ma petite ville pour pouvoir continuer mes études. Et j'ai dû, bien entendu, au bout d'un moment, partir et devoir continuer mes études à Bordeaux, là où il y avait plus d'écoles de disponibles. Alors j'avais mis un peu d'argent de côté parce que quand j'étais étudiant, je travaillais pendant mes vacances d'été à l'entretien des vignobles du château Pétrus. Et du coup, après, j'ai habité dans mon premier appartement à Bordeaux pour être proche de mon lycée. Alors autant vous dire que quand on vient d'une petite ville comme moi et qu'après on s'installe à Bordeaux, j'avais l'impression de m'installer à New York, c'est-à-dire qu'en plus mon appartement était au sommet de l'immeuble et que j'avais vu sur tous les toits de Bordeaux et que j'avais vu sur tous les immeubles aux alentours. Je peux vous dire que j'avais l'impression d'être dans la série Sex in the City, la ville de Bordeaux grouillée de vie, il se passait toujours quelque chose, il y avait plein de monde et j'étais totalement dépaysé. Ça fait que j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, j'ai découvert la vie étudiante d'une grande ville et notamment les soirées étudiantes qui, dans une grande ville, offrent plein de possibilités, c'est-à-dire que c'est fini les week-ends à passer les soirées sous un abribus. Maintenant, pendant les soirées, on pouvait soit aller au bar, soit aller en boîte de nuit, soit aller en rave party. Évidemment, comme tout étudiant qui se respecte, j'étais totalement fauché, donc j'allais rarement dans les bars et dans les boîtes de nuit car sur place les consommations coûtaient beaucoup trop cher. Alors j'allais de temps en temps le week-end en rave party. Alors la rave party, qu'est-ce que c'est? C'est une soirée qui se passe dans un lieu tenu secret, soit un hangar abandonné, soit un autre type de lieu abandonné, soit au cœur de la forêt ou soit dans un champ à la campagne, où tout le monde se réunit pour passer une soirée, où sur place on installe un grand mur du son, donc il y a avec des grands caissons de basse, des grandes enceintes, et où des DJ s'enchaînent à l'arrière pour pouvoir mixer et mettre de la musique. Évidemment, ce type de soirée n'était pas très légal et le lieu de la soirée se passait uniquement de bouche à oreille pour éviter que la police soit au courant. Et sur place, tout ce qu'on a besoin de consommer, on doit l'amener soi-même et on peut trouver également d'autres choses sur place, notamment des champignons. Vu que j'ai toujours été passionné par les plantes, quand j'ai appris qu'il était possible d'en faire pousser soi-même, il fallait pas me le dire deux fois, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans l'incroyable aventure de la culture de champignons. Alors ces champignons-là, aux effets très particuliers, vous vous doutez que c'était pas des champignons de Paris, ils se divisent en deux familles. Il y a soit les champignons qui font plus des effets visuels, où on voit des choses qui dépassent l'entendement, et il y a les champignons qui font plus des effets psychologiques, où là on découvre le sens de la vie. Alors moi personnellement, j'avais choisi de cultiver les plus visuels possibles. Donc les champignons visuels, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent de voir la vision fractale, c'est-à-dire qu'on peut passer des heures entières à regarder ses mains en faisant ça. Oh, je sais pas si j'arriverai à vous représenter à quoi ça ressemble, mais c'est très particulier. Et ça peut transformer n'importe quel lieu en lieu enchanteur, c'est-à-dire qu'on peut passer une soirée entière sur un rond-point et on a l'impression d'être dans une forêt enchantée et à découvrir chaque recoin du rond-point comme si on découvrait un autre monde. C'est vraiment des champignons très particuliers et ça permet de voir des spirales, des déformations, plein de choses comme ça, des choses qui n'existent pas ou des choses qui se transforment. J'ai vu un immeuble se transformer en paquebot géant et à naviguer. C'est vraiment what the fuck comme effet. Alors la culture de champignons, comment ça se passe? Vous avez de la chance, j'ai d'excellentes photos en très bonne qualité parce que de ce temps-là, je travaillais aussi pour un journal étudiant où j'étais un peu reporter, donc j'avais un très bon appareil photo et du coup j'ai quelques photos à vous montrer. Alors pour cultiver les champignons, c'est totalement radicalement différent de comment on cultive les plantes parce que les champignons, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas du tout des plantes et ça s'approche plus des animaux que des plantes. Alors quand on pense aux champignons, on pense la plupart du temps au fameux chapeau avec la forme très caractéristique, sauf qu'en réalité le champignon, ce n'est pas du tout lui, ça c'est seulement son appareil reproducteur et il n'est là que pendant un certain temps, juste le temps de la reproduction et après il finit par disparaître.
Le vrai champignon, c'est ce qu'on appelle le mycélium. C'est un ensemble de filaments blancs, en fait, qui se déplacent, qui évoluent et qui croît. Alors pour cultiver ces fameux champignons aux effets très caractéristiques, il faut d'abord commencer par fabriquer le substrat. Le substrat, c'est la solution nutritive qui viendra nourrir le champignon. Alors pour le fabriquer, pour cela on utilise du riz, on utilise des fruits à coque, on utilise des lentilles et d'autres choses comme ça, et on broie le tout. On broie le tout et après on le fait bouillir dans de l'eau pour qu'il puisse se gonfler et s'humidifier. Alors on peut fabriquer la substance nutritive de plein de façons différentes. On peut même partir d'une bouse de vache, et d'ailleurs le saviez-vous? Non, mais on peut carrément acheter une bouse de vache sur internet pour la culture des champignons. Donc si vous voulez faire une blague à quelqu'un, vous pouvez commander en mettant son adresse à la personne et commander une bouse de vache pour la faire livrer directement chez lui. Quand j'ai appris ça, ça m'avait scié. Et du coup, une fois qu'on a fabriqué notre substance nutritive, qu'on l'a bien fait bouillir, on l'égoutte et après on la met dans un Tupperware qui est lui le plus propre possible. Il faut vraiment qu'il soit le plus stérile possible, car il faut limiter au maximum les contaminations. Il faut savoir que les champignons sont en guerre permanente, et du coup quand on cultive un champignon en particulier, il faut vraiment s'arranger pour qu'il n'y ait que lui dans la substance nutritive, parce que si jamais la substance nutritive est contaminée par un autre champignon, ça peut totalement faire foirer la récolte et la culture. En fait, le côté particulier de la culture de champignons, c'est que ça doit se faire dans un environnement le plus stérile possible. C'est-à-dire que tous les outils qu'on utilise, ils doivent être bien propres, voire même carrément stérilisés, c'est ce qui est le mieux. Pourquoi pas utiliser une charlotte pour se protéger les cheveux, pour éviter qu'il y ait des champignons qui tombent depuis les cheveux dans la substance nutritive. Pourquoi pas mettre un masque FFP2 aussi. En fait, il faut vraiment que tout soit propre, que tout soit bien organisé, éviter qu'il y ait des courants d'air. Il faut vraiment faire en sorte que la substance nutritive soit le moins contaminée possible. Après, tout ce que je vous raconte, c'est comment on cultivait les champignons il y a plus de 15 ans de ça. Je ne sais pas si la pratique a évolué ou s'il y a d'autres systèmes qui existent maintenant, mais je vous raconte comment moi je faisais de mon temps. Alors, une fois qu'on a la substance nutritive à l'intérieur du Tupperware et qu'on a bien fermé le Tupperware hermétiquement, on va sur internet et on commande des seringues de spores. Alors les seringues de spores, ce sont des seringues sans aiguille, avec des spores du fameux champignon qu'on souhaite cultiver à l'intérieur. Une fois qu'on a reçu les seringues par la poste, c'est carrément livré dans des enveloppes postales, on prend la seringue de spores et on ouvre délicatement le couvercle du Tupperware, on envoie les spores à l'intérieur et on referme, et après on le met dans un lieu sombre et aussi un lieu qui soit à température ambiante. Une fois que la substance nutritive à l'intérieur du Tupperware est entièrement colonisée par des filaments blancs, ça veut dire que les spores du champignon se sont développés et que le champignon a colonisé l'intégralité de la substance nutritive, c'est à ce moment-là où on passe à la seconde étape. Alors pour la seconde étape, on garde notre Tupperware toujours fermé hermétiquement, et on le nettoie entièrement sur la surface, on le nettoie le plus possible pour éviter qu'il y ait la moindre contamination. Une fois qu'il est bien propre, qu'il est parfaitement propre, on prend un sachet plastique et on met le Tupperware à l'intérieur, on retire le couvercle et on ferme le sachet plastique en haut. L'ensemble, on le met dans un lieu qui est plutôt sombre, sans lumière directe. Et de mon temps, on disait qu'il fallait un petit peu de lumière pour que ça puisse donner un sens de pousse pour le champignon, lorsque l'appendice reproducteur pousse. Mais je ne sais pas si c'était vrai, donc il fallait le mettre dans un lieu sombre, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Un lieu qui soit à température ambiante et un lieu sans lumière directe. Une fois que les organes reproducteurs du champignon ont fini par pousser à l'intérieur du sac plastique, là on peut commencer à faire des dunks. Alors les dunks, c'est le terme technique pour dire qu'on ouvre le sac plastique en haut et qu'on plonge à l'intérieur pour aller soit faire de la maintenance, soit récupérer les champignons. Et du coup, on peut faire jusqu'à 3 récoltes avec ce type de technique. Et il faut faire ces récoltes avant que le champignon soit totalement développé. Parce que si jamais le champignon, l'organe reproducteur se développe jusqu'à son maximum, qui s'ouvre et qui lâche ses spores, et bien là, malheureusement, la culture de champignons est terminée. Une fois qu'on a récolté les champignons, il faut les faire sécher pour pouvoir les conserver. Et alors pour les faire sécher, on les met sur une grille qu'on met dans l'obscurité totale dans un lieu qui soit plutôt chaud et sec. Et du coup, au début, on est très content parce qu'on met des énormes champignons dessus. Sauf qu'un champignon est composé à 99% d'eau, donc ils perdent 99% de leur poids. Donc on met des gros champignons comme ça, et à la fin, on se retrouve avec des petites merdouilles comme ça. Alors la culture de champignons, pour moi, ça marchait bien, ça marchait même très bien. Je les cultivais dans la salle de bain de mon studio à Bordeaux, et après, je les faisais sécher sur la grille du four, avec le four éteint bien évidemment, que je laissais fermer. Bon, je vous épargne toutes les techniques pour pouvoir cultiver ces champignons, il y a plein de choses à savoir, c'est très intéressant. Et à un moment donné, je voulais en récolter le plus possible, alors du coup, je les récoltais vraiment au dernier moment, c'est-à-dire juste avant qu'ils s'ouvrent et qu'ils lâchent les fameux spores.
Sauf que c'était une très mauvaise idée, c'est-à-dire qu'un soir où j'étais avec un ami à regarder la télé, on s'était dit que pour pouvoir pimenter la soirée, on allait prendre quelques champignons, et c'est en utilisant ces fameux champignons que j'avais laissé arriver à presque maturité totale, que j'ai eu le pire bad trip de ma vie. Alors comment s'est passé ce fameux bad trip? Au tout début, ça se passait plutôt bien, c'est-à-dire qu'en fait, toute source de lumière et toute musique et son se transformaient en spirale psychédélique, avec plein de couleurs, un peu comme on peut voir dans la pop culture. Et du coup, il y avait des spirales psychédéliques partout, et tout se changeait en spirales psychédéliques. Sauf qu'à un moment donné, toutes ces spirales psychédéliques se sont retournées contre moi et m'ont attaqué pour me manger le cerveau. Et autant vous dire que c'était un moment qui était assez insupportable à vivre et qui a été très douloureux. Pour échapper à ces fameuses spirales psychédéliques, j'étais obligé de me plonger dans le noir total sans le moindre son, parce que la moindre lumière et la moindre petite musique ou petit son pouvaient se transformer en spirale psychédélique. C'était la seule façon pour leur échapper, et j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment au bout de ma vie, au point que je suis un moment allé dans la salle de bain et que j'ai vomi des spores de champignons. Autant vous dire que ce moment de grande souffrance, dans la vraie vie, ça a duré sûrement quelques heures, mais pour moi, c'est comme si ça avait duré des journées entières. C'était vraiment un moment de grande souffrance. Ça a été le pire bad trip de ma vie, et c'est ce bad trip qui m'a fait totalement arrêter la culture et la consommation de champignons. En conclusion, la culture des champignons est vraiment un monde incroyable à découvrir que je vous recommande très fortement. Je m'y remettrai très certainement un jour, mais ça sera surtout pour cultiver cette fois-ci des pleurotes et des champignons de Paris. Évidemment, ne prenez jamais de drogue, ça sert vraiment à rien. Si vous pouvez supprimer également la cigarette et l'alcool de votre quotidien, ça ne peut être que mieux. Et je vous dis à la prochaine. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et dans la prochaine vidéo, je vous raconterai une autre anecdote, mais cette fois-ci ce sera une surprise. Et je vous dis à la semaine prochaine.